Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'arche de Noé et du nombre d'animaux qu'elle pouvait contenir. De nombreuses personnes affirment que l'histoire de Noé ne peut pas être vraie, car ils pensent que l'arche ne peut pas contenir tous les animaux. Or, ces personnes commettent deux erreurs. La première, c'est de surestimer le nombre d'animaux présents dans l'arche, et le second est de sous-estimer la taille de l'arche. Commençons par le nombre d'animaux présents dans l'arche. Alors dans la Bible, il n'y a pas un listing détaillé de chaque espèce présente dans l'arche. Par contre, il y a quand même un passage qui nous détermine quel genre d'animaux était présent. Et c'est dans Genèse 6, versets 19 à 20, qui dit « De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque type, pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur type, du bétail selon son type, et de tous les reptiles de la terre selon leur type. 2 membres de chaque type viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. » Alors on voit dans ce passage que l'arche devait contenir des oiseaux, du bétail et des reptiles. Sauf que la traduction en français des termes hébreux est relativement approximative et elle ne reflète pas l'intégralité des animaux qui sont désignés par ces termes. Je vais commencer par le terme oiseau. En hébreu, le terme utilisé est gof, et il ne signifie pas seulement des oiseaux, mais toute créature ailée. Donc par exemple, des chauves-souris rentrent dans cette catégorie d'oiseaux. Pour ce qui est du bétail, le terme hébreu utilisé est behema, et fait référence à tous les animaux terrestres vertébrés. Et pour ce qui est des reptiles, le mot hébreu utilisé est remes. Alors, ce mot a plusieurs significations, mais ici, il fait certainement référence à ce que nous on appelle couramment des reptiles. Alors ça c'est bien beau, mais ça ne nous donne toujours pas le nombre d'espèces présentes dans l'arche. Alors vous avez peut-être remarqué quand j'ai cité les versets, que j'ai utilisé le mot type et non pas espèce. La raison étant que le mot type est une meilleure traduction que le mot espèce. Alors vous allez me demander, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, commençons par la définition du mot espèce. Il existe plusieurs définitions du mot espèce, mais celle qui est le plus couramment utilisée est la suivante. Groupe d'organismes se reproduisant entre eux, donnant naissance à une descendance fertile et ne s'accouplant pas avec d'autres espèces. Sauf qu'il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que personne s'est amusé à tester la capacité des différentes espèces à se reproduire les unes avec les autres, et en plus vous ne pouvez pas le tester avec des espèces éteintes. Et le deuxième problème, c'est qu'on a plein d'exemples d'espèces différentes qui se reproduisent et donnent une descendance. Alors effectivement, dans certains cas, la descendance obtenue est stérile, comme par exemple entre un âne et un cheval, mais il y a plein d'exemples où l'hybride obtenu est fertile. Par exemple, entre un grizzly et un ours polaire, l'hybride obtenu est fertile. Vous avez également l'exemple des volphines, qui sont des hybrides de grands dauphins et de faux orques, qui eux sont également fertiles. Maintenant, voyons le concept de type. J'aimerais d'abord souligner que ce concept est un concept purement créationniste. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, à l'origine, Dieu a créé différents types d'organismes qui possèdent un potentiel génétique de variation qui permet au fil des siècles, via spéciation et adaptation, de produire les différentes espèces qu'on observe actuellement, qui ne sont au final que des sous-groupes d'un type donné. Par exemple, si je prends le type canin, on obtient les espèces comme le loup, le chien, le coyote, le dingo, le chacal, le renard, etc. Tous les types sont distincts les uns des autres, et il n'y a pas de lien de parenté entre deux individus de types différents. Et puis seuls des individus de même type peuvent se reproduire entre eux et donneront systématiquement naissance à des individus du même type. Par exemple, si j'ai deux individus de type canin, j'obtiendrai systématiquement des individus de type canin. Et je n'obtiendrai jamais autre chose. Vous n'obtiendrez pas des individus de type félin ou je ne sais pas quoi d'autre. Alors il est vrai que dans certains cas, la reproduction entre des individus de même type donne des descendances qui sont stériles. Mais ça c'est lié au fait que depuis le début, on a perdu de l'information, et comme la perte d'information n'est pas la même entre les différentes espèces, certains croisements donneront des hybrides qui seront stériles. Alors en quoi c'est important pour notre histoire d'arche de Noé? Eh bien vous voyez que chaque type contient en général plusieurs espèces. Or dans l'arche ne sont pas rentrés un couple de chaque espèce, mais un couple de chaque type. Ce qui permet de réduire drastiquement le nombre d'individus qui doivent rentrer dans l'arche. Sachant que c'est après le déluge, une fois que les animaux sont sortis et qu'ils ont commencé à se reproduire, que via spéciation, on obtient les différentes espèces qu'on voit actuellement. Alors ça c'est bien beau, mais ça ne nous dit toujours pas combien d'animaux étaient présents sur l'arche.
Eh bien, John Woodmorap a passé plusieurs années à étudier la question, et lui est arrivé à la conclusion qu'il y avait 8000 types d'animaux qui étaient présents sur l'arche, soit 16 000 individus. Woodmorap a considéré que chaque type était équivalent à un genre. Pour rappel, le genre est un niveau de classification dans la classification des vivants. Cette classification a été mise en place par Linné dans les années 1700, sachant que Linné était croyant et créationniste. Cette classification se découpe en 7 grandes catégories qui sont règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. Mais on sait que Woodmorap a surestimé le nombre de types présents, et cela pour 2 raisons. La première, c'est que quand les scientifiques découvrent une espèce fossile, ils ont tendance à la classer dans un nouveau genre plutôt que de la classer dans un genre existant. Ce qui fait qu'il y a probablement une surestimation du nombre de genres existants. La deuxième raison est que on a des exemples d'espèces appartenant à des genres différents qui arrivent à se reproduire et donner une descendance fertile. C'est le cas par exemple des volphines. Les fausses orques et les grands dauphins appartiennent à 2 genres différents. Pourtant ils arrivent à se reproduire et donner une descendance fertile, ce qui veut dire qu'ils appartiennent au même type. Mais il se trouve que ces 2 espèces appartiennent à la même famille des delphinidés. Et donc il est très probable que tous les delphinidés appartiennent à un seul et même type. Or cette famille contient 16 genres différents. D'ailleurs, c'est le cas dans bon nombre de cas. En fait, le niveau auquel il faut regarder pour les types est plutôt de l'ordre de la famille. Si je prends par exemple les canins, tous les canidés appartiennent à une seule et même famille. Tous les félins appartiennent à une seule et même famille. Alors après, c'est pas systématiquement le cas, mais dans la grande majorité des cas, c'est ce qu'on considère actuellement. Bon, maintenant qu'on a le nombre d'individus présents sur l'arche, il faut savoir quelle place ils occupent. Eh bien, Woodmorap a commencé par essayer de déterminer la taille moyenne des individus présents sur l'arche. Et il a obtenu le résultat suivant, qui est relativement surprenant. La taille moyenne des individus sur l'arche est celle d'un rat. Et seuls 11% des animaux sont plus gros qu'un mouton. Donc maintenant qu'on a la taille moyenne des individus présents sur l'arche, on peut déterminer la taille moyenne des cages nécessaires pour contenir des animaux. Donc on obtient une cage d'environ 50 cm de long sur 50 cm de large sur 30 cm de haut. Et si on part de ça, et qu'on fait du coup x 16 000 pour 16 000 individus, on obtient un volume total de 1200 mètres cubes. Alors ce résultat c'est bien beau, mais il faut pouvoir le comparer avec le volume de l'arche. Et c'est là où il y a le second problème, c'est que beaucoup de gens s'imaginent l'arche comme ça. Et c'est sûr que si vous vous imaginez l'arche comme ça, vous pensez qu'il n'y a sûrement pas assez de place pour contenir tous les animaux. Sauf que la Bible est très claire sur les dimensions de l'arche. Elle indique que l'arche fait 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 de haut. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi une coudée? Eh bien, une coudée, c'est une unité de longueur qui est un peu variable, mais globalement fait 50 cm de long. Alors dans le cas de Woodmorap, il a utilisé une coudée qui faisait 46 cm de long, ce qui donne une arche de 137 mètres de long, 23 de large et 13,7 mètres de haut. Ce qui est déjà pas mal. Et qui nous donne un volume total d'environ 43 000 mètres cubes. Donc à côté des 1200 mètres cubes, ça représente à peine 3% du volume de l'arche totale. Sachant que les animaux n'ont pas juste besoin d'une cage, il faut aussi qu'ils puissent pouvoir se déplacer. Et en se basant sur ça, Woodmorap a estimé que seule la moitié de l'arche était nécessaire pour contenir les animaux. Donc l'autre moitié pouvait servir à stocker de la nourriture et de l'eau. Sachant qu'il a estimé que 15% du volume de l'arche était nécessaire pour stocker la nourriture et 10% pour l'eau. Moins si Noé avait utilisé un système de récupération de l'eau de pluie. Ce qui veut dire qu'il reste encore 25% de l'arche qui est inoccupée. Qu'il y a largement suffisamment de place dans l'arche pour contenir tous les animaux qui sont censés s'y trouver, plus la nourriture dont ils ont besoin sur toute la durée du déluge et l'eau nécessaire. Un dernier point que j'aimerais aborder, c'est celui des dinosaures. Parce que d'un point de vue créationniste, les dinosaures ont côtoyé les êtres humains et donc étaient présents au temps de Noé. Ils faisaient partie des animaux qui devaient rentrer dans l'arche, puisque ce sont des animaux terrestres vertébrés et donc font partie de la catégorie bétail. Mais alors vous allez me dire, mais comment on fait rentrer tous ces animaux, tous ces dinosaures dans l'arche? Il y a 2 problèmes. Un, vous surestimez le nombre d'individus, mais bon, cette question j'y ai répondu juste précédemment. L'autre, c'est que vous surestimez la taille des dinosaures. Parce que, en général, quand les gens pensent à des dinosaures, ils pensent à des animaux comme des diplodocus ou des tyrannosaures, des individus qui font une quinzaine de mètres de long, qui pèsent des dizaines de tonnes. Sauf qu'il y a plein de dinosaures qui sont petits. Il y en a qui ont la taille d'une poule, ce qui n'est pas très gros.
sachant que même les plus gros dinosaures pondent des œufs qui ne sont pas plus gros que la taille d'une balle de rugby. Ce qui veut dire que les juvéniles qui naissent sont des individus relativement petits. Donc vous pouvez emmener des jeunes dinosaures plutôt que des adultes. Ce qui d'ailleurs a un deuxième avantage, parce que l'objectif de Dieu dans la construction de l'arche était de préserver des animaux du déluge pour pouvoir ensuite repeupler la terre. Or si vous prenez des adultes qui sont un peu vieillissants, leur potentiel reproductif n'est pas à leur maximum, alors que des jeunes, eux, ont un potentiel reproductif qui est maximal. Et donc ils vont favoriser la reproduction et la dissémination d'une espèce après le déluge. Donc au final, pour vérifier la validité de l'histoire de l'arche, Woodmorap a utilisé le pire scénario possible qui reste cohérent avec ce que nous enseigne la Bible. Et donc si ça marche avec le pire des scénarios, ça marche dans n'importe quel scénario. Et c'est bien le cas. Dans son scénario, ça fonctionne. Et donc il n'y a absolument aucun problème avec l'histoire de l'arche et des animaux qu'elle transportait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.